Messieurs, je vous propose que nous débutions notre audition. Nous recevons à présent Monsieur Guillaume Darras, directeur général d'Auchan Retail, accompagné de Monsieur Guillaume Gardillon, c'est bien ça, directeur des affaires publiques. Donc merci messieurs de votre présence. Vous connaissez la règle de nos commissions d'enquête qui consiste à prêter serment de dire toute la vérité. Donc voilà, je vous invite à ouvrir votre micro, lever votre main droite et dire je le jure. Je le jure. Merci Monsieur Gardillon. Je le jure. Merci messieurs. Auriez-vous des choses à déclarer préalablement à la commission, enfin qui serait bon de porter à la connaissance des membres de la commission, des liens d'intérêt, une mission en cours ou Aucune. rien à déclarer? C'est parfait. Donc, merci beaucoup messieurs de votre présence. Nul n'ignore aujourd'hui, je dirais malheureusement que votre groupe rencontre un certain nombre de difficultés. Et donc pour nous, votre présence est doublement importante puisque nous sommes attachés à la bonne santé de l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire, de la production jusqu'à la distribution. On mesure l'importance de l'ensemble de nos distributeurs. Donc nous serons très intéressés de savoir où en sont aujourd'hui vos relations avec vos fournisseurs, qu'ils soient d'ailleurs alimentaires ou non, de nous dire effectivement quelques mots sur la campagne de négociation qui vient de se terminer, et si pour vous elle vous a permis de bien vous préparer aux prochaines saisons à venir. Votre vision, bien sûr, des lois EGalim et des dispositifs d'encadrement qui sont aujourd'hui destinés à préserver justement la valeur et la juste rémunération de l'ensemble des magnons. Et puis, bien sûr, nous serons intéressés à entendre tous les sujets de construction des prix et des marges au sein de votre groupe. Quelles sont, enfin, d'où viennent les difficultés? Comment est-ce que vous analysez les difficultés auxquelles vous êtes aujourd'hui confrontés? Et est-ce à voir avec cette spirale des prix bas et de la guerre des prix dont on parle beaucoup dans cette commission d'enquête? Vous nous parlerez aussi des méthodes d'achat à l'échelon national, à l'échelon régional, à l'échelon national, à l'échelon européen, puisque Auchan est inséré dans une alliance, notamment avec Intermarché et Casino, au sein d'Aura Retail et d'Everest. Everest, dont nous avons reçu le président, M. Gianluigi Ferrari, qui a tenu des propos qui ne nous ont pas toujours rassurés. Voilà, donc on pourra y revenir, notamment avec Madame la rapporteure. Donc je vous propose de vous laisser la parole d'entrée de jeu, Monsieur Darras. Peut-être que vous serez le seul à intervenir dans un premier temps, donc pour une dizaine de minutes, et puis ensuite Madame la rapporteure vous posera ses questions. Merci, monsieur. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour votre invitation sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et nourrit beaucoup d'informations, de contre-informations, de vérité ou de fausses vérités. Tout cela créant confusion et incompréhension. Merci pour votre engagement à vouloir faire la lumière sur les marges des industriels et de la distribution. À ce stade de vos auditions, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de chiffres, plus vrais les uns que les autres, vous ont été présentés. Il faut leur redonner du sens. Nous souhaitons ici, bien sûr, parler de marge, mais en vérité, nous parlons de pouvoir d'achat, d'alimentation saine et donc de santé publique, de souveraineté économique et alimentaire, de transition écologique, de tissus industriels, de revenus du monde agricole. Comment accepter que la balance commerciale d'un pays comme la France, agroalimentaire d'un pays comme la France, se rapproche de zéro, pendant que dans le même temps, celles d'autres pays européens deviennent de plus en plus excédentaires. Agriculture, industrie, commerce sont les maillons d'une même chaîne. Pour le dynamisme de nos territoires et pour les besoins quotidiens de nos concitoyens, pour leur pouvoir d'achat, ces maillons doivent tous être solides. Ces enjeux, bien sûr, méritent la plus grande transparence. Auchan publie ses comptes intégralement, ils sont contrôlés, audités, accessibles. Et au regard du sujet qui occupe votre commission, je le dis sans polémique, mais avec fermeté, ce n'est pas le cas de nombreux industriels qui commentent aujourd'hui la formation des prix sans jamais exposer leur propre marge nette au regard public. Je veux aussi rappeler qu'en France, le sujet des marges est contrôlé. L'État s'est doté d'un outil indépendant, France Agrimaire, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Chaque année, France Agrimaire remet aux parlementaires un rapport précis, indépendant, incontestable sur la formation des prix et des marges dans la chaîne alimentaire. Que disent ces rapports année après année? Toujours la même chose.
Les marges nettes de la grande distribution sont comprises entre 1 et 2%. Elles n'ont pas augmenté, elles sont structurellement faibles et elles le resteront. Parce que notre marché est un marché hyper concurrentiel, parce que le prix n'est pas une option stratégique, c'est une contrainte vitale pour un distributeur. Et dans notre métier, la rentabilité ne peut pas venir uniquement de la marge en pourcentage. Elle vient du volume. C'est la promesse initiale d'Auchan, c'est celle qui a fait son succès. Vendre de plus en plus de produits, de moins en moins chers, à de plus en plus de clients. Bien sûr, aujourd'hui, ces produits doivent être chaque jour meilleurs pour la santé et préserver l'environnement. Dans notre métier, quand les volumes progressent, les entreprises respirent. Quand ils stagnent, elles vacillent. Quand ils reculent, elles s'effondrent. Et depuis plusieurs années, entre 2020 et 2024, le marché en volume a baissé sous l'effet de l'inflation. Cela a poussé les industriels à préserver leurs résultats par des hausses de tarifs. Et même si l'année dernière a vu une timide reprise, le pouvoir d'achat est sous contrainte. Nous constatons tous une baisse de la consommation dès la 3e semaine du mois, signe, s'il en était besoin, de la difficulté des messages. Et c'est un rôle essentiel du maillon du commerce que d'accompagner ses clients au quotidien et de répondre à leurs besoins. Nos négociations commerciales annuelles y contribuent. Et ce maillon du commerce est en plein bouleversement et vit des transformations majeures. Le marché s'est ouvert à des modèles de discount venus d'autres pays européens. Lidl et Aldi pour l'Allemagne, Action pour les Pays-Bas, Normal pour le Danemark, B&M pour le Royaume-Uni. Sans parler des offensives sans précédent d'un e-commerce chinois toujours plus agressif sur les prix. C'est l'exemple de la plateforme Temu qui, en 3 ans, arrive à faire en France 50% du chiffre d'affaires d'Action qui a mis 15 ans à s'implanter. Tous font exactement le même métier que nous, ils vendent aux mêmes clients. Mais ils ne supportent pas toujours les mêmes contraintes, notamment à l'achat. Vous me direz, faites pareil, mais c'est impossible. Nos fournisseurs internationaux en grandes marques ne nous laissent pas accès au marché d'autres pays. Nous devons nous fournir auprès du service commercial de notre pays. Alors, nous n'avons pas le choix. Pour acheter au niveau européen, il nous faut des centrales d'achat européennes. C'est une question de compétitivité, car ces produits à ces prix bas se trouvent à proximité de nos magasins, chez nos concurrents. Subsidiairement, il convient de se questionner sur les écarts de prix pratiqués par certains grands industriels en fonction du marché aval qu'ils livrent. Deuxième maillon indispensable, l'industrie. Mais là aussi, de quoi parlons-nous? De la PME locale ou du grand groupe international? Des entreprises qui ont des sites de production en France ou pas? Prenons l'exemple des 2 grands leaders des céréales pour petit déjeuner. L'un a 2 sites de production en France, l'autre pas. Par ailleurs, de grandes marques sous-traitent fréquemment leur production. Peu importe, quelle que soit la nature des industriels, cette relation est encadrée par une réalité simple. Personne ne peut vendre durablement à perte, ni eux, ni nous. Je rejette la vision simpliste que nous ne serions pas capables de développer des relations profitables pour les 2 parties. Nombre de PME pourraient en témoigner, nombre de nos fournisseurs de produits à nos marques également. Je rejette également la vision simpliste d'un pouvoir de négociation qui ne serait que dans un sens. Ce n'est clairement pas le cas avec les grands industriels. La France est le pays où il y a le plus grand écart de conditions commerciales entre les acteurs. Auchan, qui a été l'enseigne la plus partenariale, qui a accepté avec trop de naïveté des hausses de tarifs in fine injustifiées, s'est fait discriminer au fil du temps de manière exorbitante. Certains fournisseurs ont pris le risque d'une péréquation excessive en appliquant des écarts d'achat considérables entre acteurs d'un même secteur, tout cela pour préserver un équilibre global, mais renforçant ainsi les uns au détriment des autres. Ils provoquent des concentrations et des rapprochements à l'achat qu'ils sont les premiers à dénoncer ensuite avec véhémence. Pour vous faire toucher du doigt l'ampleur de ces écarts, j'estime que si les 3 premiers distributeurs français payaient les mêmes prix que Auchan, c'est plus de 3 milliards d'euros de marge supplémentaire pour les industriels à marque. Ou bien, dans une autre lecture, 3 milliards de plus à payer par les consommateurs. Lorsqu'il s'agit d'industriels de l'agroalimentaire, je ne suis pas sûr du tout que cela ait servi à mieux rémunérer les agriculteurs. C'est ce que nous voulons corriger avec nos partenariats à l'achat au niveau français et européen. Nous sommes totalement déterminés à le faire dans le respect absolu du cadre législatif. Nous le devons à nos collaborateurs
pour assurer la compétitivité de notre entreprise. Nous le devons à nos clients. Et puis, réduire les problèmes de l'industrie agroalimentaire à la simple relation avec la distribution est limitant et partiel. Elle est en concurrence directe avec ses homologues européens et peut-être que supporter jusqu'à 50% de charges supplémentaires en fonction des postes par rapport à ses voisins a limité sa capacité à investir, à innover, à se moderniser et donc à rester compétitive. Qu'il y ait des débats sur la date butoir de conclusion des négociations, soit, mais je ne pense pas que cela soit suffisant et au réel niveau des enjeux. Pourquoi ce sujet n'est-il jamais posé frontalement ? À quand une commission d'enquête sur la compétitivité réelle de l'industrie agroalimentaire française en Europe ? Très concrètement, pourquoi exportons-nous des pommes de terre et importons-nous des chips ? Troisième maillon, l'agriculteur et l'agriculture. Nos agriculteurs sont les garants de notre souveraineté alimentaire. Ils subissent une pression immense, fiscale, normative, administrative, concurrentielle. Ils doivent concilier compétitivité, adaptation au changement climatique et la nécessaire transition écologique. Le sujet n'est bien sûr pas de leur côté celui de la volonté, nous en parlons souvent, c'est celui du rythme. Des normes imposées dans des délais incompatibles avec la capacité d'investissement des exploitations peuvent fragiliser des filières, alors même que le marché est demandeur et que nous ne produisons pas assez. Oui, le revenu agricole est un sujet vital. La grande distribution représente environ 40% des débouchés agricoles français. Elle a un rôle important, mais elle ne peut à elle seule sécuriser les revenus. Et puis, puisque nous parlons de transparence, pour que le prix de la matière première agricole française soit respecté, sa valeur soit préservée, il faut d'abord qu'elle soit identifiée. Si nous ne pouvons connaître précisément les matières premières agricoles rentrant dans la composition d'un produit, si nous ne pouvons en connaître l'origine réelle, il est impossible de distinguer ce qui relève de la protection de l'agriculteur de ce qui relève de la préservation des marges industrielles. Et je pose la question, qui protège-t-on réellement avec l'option 3 des Galim ? L'agriculteur français ou certains industriels qui peuvent s'approvisionner sur des marchés européens ou mondiaux. Alors je vous le dis, imposer Origine Info, c'est important pour les consommateurs et c'est primordial pour nos acheteurs, même si c'est un sujet, nous le savons, qui doit se travailler au niveau européen. Commençons à le faire en France. Pour terminer positivement et montrer qu'il y a des pistes, je voudrais vous citer très humblement 3 rendez-vous que j'ai eus lors du Salon de l'Agriculture et qui nous poussent à penser qu'on peut collaborer. Nous avons célébré les 40 ans d'une de nos 373 filières, celle de la volaille de Lirey. 220 producteurs engagés avec une organisation coopérative structurée efficace, Terrena, les fermiers du Val-de-Loire et Galliance. Ce sont 6,5 millions de poulets qui sont commercialisés ainsi dans nos magasins. Nous avons également signé des contrats tripartites en conserve de légumes à la marque Auchan, des contrats pluriannuels et qui garantissent un niveau de revenu aux agriculteurs. C'est la filière de maïs doux avec Bonduel, les coopératives Maïs Adour, Euralis et Vivadour. C'est la filière champignons de Paris qui était en souffrance avec Bonduel, France Champignons et la coopérative du Lac. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement une généralité, mais nous pensons qu'il faut le développer. Et enfin, pour terminer, un échange avec les jeunes agriculteurs sur les plans et contrats d'avenir qui visent à réunir l'ensemble des acteurs pour construire des filières agricoles d'avenir où chaque maillon de la chaîne sera contributeur et bénéficiaire. Cela mérite la mobilisation de tous. Merci, monsieur. Alors, la parole à madame la rapporteure pour les premières questions. Bien, bonjour, monsieur Darras, bonjour. Je voulais commencer par vous demander de nous présenter la marge consolidée d'Auchan Retail, l'exercice traditionnel que font tous les distributeurs à cette place, c'est-à-dire nous dire si sur un prix, si à partir d'un prix, nous dire à partir d'un prix de 100, comment ce prix est décomposé en termes d'achat, de charges de fonctionnement, de salaires et charges, etc., pour arriver à la marge nette. Très bien. Donc nous allons publier et communiquer nos comptes 2025 jeudi. Donc je vous parlerai des comptes 2024. Donc, très bien. Nous mettrons à jour officialisés. Je vais prendre le format hypermarché et le magasin, donc sans compter l'essence et le drive.
Notre marge nette est de 24,39%. Nos charges de personnel sont de 15,23%. Il nous reste donc 9,16% pour payer l'ensemble de nos charges externes, ce qui nous fait qui sont de 9,92%. Nous avons donc un EBITDA de moins 0,79% et un résultat d'exploitation courant de moins 3%. Vous avez posé la question des difficultés de Auchan. Elles procèdent pour partie vraisemblablement de choix stratégiques qui n'ont pas forcément été pris à une époque. Lesquels, par exemple? L'évolution sur les formats, peut-être rester trop longtemps sur le format hypermarché, des structures trop lourdes par rapport aux concurrents, que ce soit des frais de siège ou parfois des organisations en magasin. Et nous avons largement conscience de ce que nous avons à traiter et à régler. Nous sommes en train de le faire. Mais également, comme je l'ai mentionné dans mon propos liminaire, nos conditions d'achat qui soit nous dépositionnent, soit mettre nos marges sous contrainte. On revient sur les conditions d'achat, bien sûr, mais peut-être juste avant, est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez un groupe dit intégré, que vous ayez été un groupe dit intégré, parce que c'est en train de changer, est-ce que vous pensez que vous combattez à armes égales avec les autres distributeurs? Alors, c'est une question que je pose à tous les distributeurs. Autrement dit, la plupart des grands distributeurs ont choisi choisissent progressivement d'être franchisés, ou en tout cas de déléguer la partie RH. Juste pour être tout à fait précis, nous allons passer effectivement après validation par les autorités de concurrence et validation par les instances représentatives du personnel, un certain nombre de nos magasins, supermarchés, sous enseigne Intermarché, mais nous allons continuer à les exploiter nous-mêmes. Voilà, donc nous en restons pleinement propriétaires et nous les exploitons. Il y a des différences effectivement de modèles avec des accords d'entreprise dans les grands groupes intégrés qui ont dans le temps fortement bénéficié aux collaborateurs. Auchan a été un pionnier en la matière du partage de la valeur. Oui. Donc là, ce que vous voulez dire, c'est qu'il était plus intéressant d'être caissière chez Auchan que d'être caissière chez Leclerc ou chez un franchisé. On peut ne pas mettre de nom, si vous voulez. Non, mais je pense qu'effectivement, le partage de la valeur a fait qu'il y a eu des très belles histoires d'association à la réussite de l'entreprise, de l'ensemble des collaborateurs, et qu'ensuite, bien évidemment, il y a des effets de seuil, on les connaît, avec les taxes, les surtaxes au-delà de 1 milliard par ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas non plus avoir une vision complètement monolithique de l'ensemble des magasins indépendants des grandes enseignes de commerçants indépendants, puisque d'un magasin à l'autre, les choix sociaux peuvent varier très, très fortement. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez quand même, là, vous venez de nous dire qu'une partie de vos magasins vont passer en franchise Intermarché, c'est bien cela, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la franchise est pour vous un élément de redressement? Qu'est-ce que ça va changer à cette fabrication de la marge? Eh bien, nous sommes partenaires dans une centrale européenne, nous sommes partenaires à l'achat et bien évidemment, il n'y a pas d'alignement des prix payés par Auchan sur les prix payés par Intermarché. Il y a un améliorateur commun. Et il y a une amélioration des conditions Auchan dès lors que nous avons des contreparties supplémentaires qui sont payées aux industriels. Le raisonnement provient de deux, trois éléments. La compétitivité prix, le fait que nos magasins passent en franchise Intermarché vont pouvoir bénéficier directement des conditions d'achat négociées par Intermarché, puisqu'ils seront livrés par Intermarché, et au-delà, l'enseigne Intermarché a un vrai savoir-faire sur le format supermarché,
avec des outils que je considère, moi, plus agiles. Et de notre côté, nous allons en profiter, étant certains de pouvoir avoir les armes pour lutter à armes égales sur la compétition des prix, de mettre des investissements forts sur les 3 prochaines années pour moderniser l'ensemble de ces magasins. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, je reformule à ma manière, excusez-moi, mais moi je ne suis pas une spécialiste, quoique on va quand même finir par le devenir, de la grande distribution. Mais si je reformule correctement, en fait, le fait de passer en franchise Intermarché signifie que vous allez avoir des prix d'achat de marchandises qui sont les prix d'Intermarché, c'est-à-dire moins chers que ce que vous aviez avec Auchan précédemment. Oui. Et donc, ça peut être moins cher d'environ combien? Je ne vous demande pas de nous donner des secrets, mais non, ça veut dire, c'est quoi la différence de prix d'achat? Publiquement, ce que nous avons dit, c'est que nous allons pouvoir baisser nos prix de vente consommateurs de 6 à 7 %. D'accord. C'est majeur. Ah ben oui, c'est majeur, bien sûr. Ça veut dire que la différence de prix qu'il y avait entre Auchan et Intermarché, par exemple, la différence de prix d'achat des marchandises était supérieure à 6 ou 7 %. Donc, on peut imaginer qu'elle est égale à 10, 12 %. Nous avons, enfin, je vous ai demandé un huis clos, je pense que ça sera... on en parlera pendant le huis clos, mais quand même, maintenant, on commence à avoir des bonnes idées également d'ordre à mettre au regard du prix. Des résultats d'un distributeur. Mais en tout cas, c'est intéressant votre parcours, si je puis m'exprimer ainsi, parce que vous tordez un peu le cou à l'idée que en fait, tous les distributeurs vont très bien, qu'ils gagnent beaucoup d'argent et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc là, vous dites, attention, les distributeurs peuvent être fragiles. Mais nous ferons tout pour que Auchan aille mieux. Et nous sommes en train d'y arriver. Mais quand même, vous dites, la preuve existe que nous avons aussi des fragilités et qu'en fait, nous n'avons pas... que la marge n'est pas si confortable que ça. Je pense que d'autres groupes, les histoires récentes d'autres groupes peuvent le démontrer. Bien. Alors, si vous voulez bien, maintenant, je veux bien qu'on aborde la question des achats. Bien sûr. Alors, quelles étaient vos pratiques à vous, Auchan? Donc, a priori, vous n'aviez pas les prix les plus bas du marché. Est-ce que ça veut dire que vos pratiques de négociation étaient moins difficiles, moins tendues, j'allais dire moins violentes que celles de vos concurrents ou non? Je ne sais pas si le terme violent est le... C'est peut-être pas adapté. Et le bon. Elle est moins D'abord, tendue. nous évoluons tous dans le même cadre juridique. Donc, nous recevons les conditions générales de vente des industriels avec les évolutions de tarifs. Nous les analysions. Et puis, la négociation faisait son jeu. Et oui, je pense que Auchan a été moins exigeant, plus partenarial, dans un monde où la compétition est, comme vous l'avez vu, sévère. Et je pense qu'au fil du temps, Auchan s'est décalé de plus en plus en conditions commerciales. Il suffit de se décaler de 1,5 point, 3/4 de point par an pendant 8 à 10 ans pour en arriver. C'est beaucoup, mais je pense que le fait que Auchan continuera de l'être, totalement respectueux du cadre de loi, fait que Auchan signait, accepte avant les dates butoirs systématiquement. Il faut continuer de le faire. Acceptait trop rapidement, à mon sens, les tarifs. Oui, je pense qu'on n'était pas au niveau d'exigence que nécessite le niveau de jeu qui est celui de notre métier. Ok. Après, c'est aussi peut-être une question de stratégie, parce qu'on voit bien que chacun des grands distributeurs est aussi en train de changer sa stratégie, en devenant un peu plus franchisé que centralisé, en ayant des magasins un peu spécialisés, alors qu'avant, on était plutôt sur des magasins généralistes. Donc, on voit quand même des tendances de marché. Oui. Prenons l'exemple des magasins franchisés. Il faut avoir les bonnes conditions d'achat pour faire vivre à la fois un franchiseur et un franchisé. Et avec les écarts que vous avez anticipés, Auchan pouvait difficilement être franchiseur. Mmh. Après, les choix, oui, d'évolution,
chacun a sa stratégie. Et c'est vrai que la stratégie de Auchan, d'être avec détermination sur les produits frais traditionnels, avec des artisans, avec des bouchers, avec des poissonniers, est un élément de différenciation qui nous permet d'attirer bien sûr des clients. Alors, si vous voulez bien me réexpliquer donc comment vous allez faire sur vos 164 supermarchés, si j'ai bien compris, une partie va devenir... attendez, 164 supermarchés, eux, vont passer Intermarché, Ouais, sous la marque Intermarché. Tout à Donc, fait. pour eux, c'est Intermarché qui va acheter pour vous, Oui, au prix Intermarché, oui. et vous vous chargerez de la vente. Nous chargerons d'exploiter. Nous D'exploiter. serons un franchisé. Vous serez un franchisé, voilà. d'Intermarché. Alors, les autres magasins, Hmm. donc eux, comment seront-ils gérés? Bien, les autres magasins vont rester sous enseigne Auchan, nos hypermarchés, quelques supermarchés. Ils seront approvisionnés par Auchan aux conditions commerciales obtenues par Auchan. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux que du jour au lendemain, un magasin au même endroit, avec les mêmes collaborateurs, tout à coup bénéficie parce qu'il a l'enseigne. Voilà. C'est très surprenant. C'est comme ça. Nous nous adaptons le plus vite possible avec les contraintes qui sont les nôtres et du contexte réglementaire. D'accord. Donc, moi, j'ai quand même une question parce que vous avez, si j'ai bien compris, vous êtes associé avec Intermarché au sein d'Aura Retail. Et donc, maintenant, c'est Intermarché qui négocie pour vous. Mais Intermarché connaît très précisément vos prix. Non. Nous sommes dans deux structures de négociation qui sont Aura et qui sont Everest. Mais les éléments sont complètement... les structures sont étanches et ils n'ont pas à connaître. Moyennement étanche, si je peux me permettre, puisque M. Ferrari lui-même, après que je lui ai posé 2 fois la question, a répondu la 2e fois qu'effectivement, il y avait des personnes d'Intermarché qui participaient aux négociations pour Auchan. Il y a des mandats, oui, effectivement. Alors, ils peuvent connaître, mais ils n'ont pas à utiliser ces informations. D'accord, non, mais c'est juste que ces boîtes noires, elles ne sont pas si étanches que ça, en réalité. Je pense qu'elles sont étanches et je pense qu'il y a suffisamment de dispositifs de contrôle et je pense qu'ils sont à l'œuvre pour, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'utilisation de ces informations. Et après... Vous nous expliquiez en détail, parce que c'est vrai que ça paraît quand même difficile à imaginer que des personnes qui négocient pour les achats d'une enseigne ne connaissent pas les prix de cette enseigne, en fait. En tout cas, ils ne connaissent pas la politique commerciale. Ils ont un mandat avec un plan d'affaires à négocier au nom et pour notre compte. Et je pense que il y a suffisamment de moyens de contrôle et que de toute façon, je peux dire ce que je veux. C'est les moyens de contrôle qui vous diront si ça marche ou si ça marche pas, puisque nous sommes rarement crus en la matière. Ah, mais là, on va vous croire puisque vous êtes sous serment. Oui. Donc, là, ce que vous nous dites, j'espère bien que c'est c'est la vérité. Vous Il n'y n'avez a pas à avoir d'utilisation des informations si elles étaient connues. D'accord. Après, vous conviendrez quand même que c'est très surprenant de se dire que... Pas plus. Finalement, Peut-être. on nous explique que dans les alliances, tout est entièrement étanche et tout à coup, on découvre au cours d'une audition qu'en fait, il y a des personnes de l'une des 3 marques qui participent à l'ensemble. Je pense que l'ensemble des dispositifs ont dû être présentés aux différentes autorités. Donc peut-être que dans le cadre de cette audition, effectivement, mais le dispositif organisationnel des centrales d'achat que nous avons avec Intermarché était complètement, bien évidemment, explicité dans le cadre de leur création. Alors, toutes les personnes que nous avons entendues soulignent les grandes tensions qu'il y a dans les négociations commerciales. Alors moi, j'ai plusieurs questions à vous poser là-dessus aujourd'hui, sur ces négociations commerciales. Est-ce que votre objectif suppose un nouveau rapport de force avec les industriels via notamment les centrales Aura et Everest auxquelles vous participez? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce que vous espérez
pour pouvoir continuer à exploiter et à réussir à exploiter. Voilà, j'ai besoin des bonnes conditions commerciales en proposant les contreparties, ou en tout cas que les contreparties que nous proposions précédemment soient reconnues à leur juste valeur. Je pense que ma première responsabilité de dirigeant, c'est la sécurité des biens et des personnes, et c'est la pérennité de l'entreprise. C'est ma première responsabilité. Bien évidemment, on est désormais plus exigeant chez Auchan dans les négociations commerciales. Je vous ai expliqué où cela nous avait conduit de ne pas l'avoir été. D'accord. Donc, lorsque vous dites que vous allez être plus exigeant, ça veut dire avec vos centrales Aura et Everest, est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur les conditions d'achat et en particulier de la matière première agricole ? Sur les conditions d'achat, je n'ai pas dit que ça devait avoir un impact sur les conditions, les matières premières agricoles. Et il s'agit, on a parlé des différents maillons de la chaîne. Il y a une loi Egalim, il y a la sanctuarisation de la matière première agricole, en tout cas d'un certain nombre de matières premières agricoles. Nous avons évoqué les écarts de conditions dans des ordres de grandeur. Ces écarts, si on part du principe que nous sanctuarisons la matière première agricole, je prendrai l'exemple d'un fromage, un comté qui peut être fait avec 7 litres de lait de mémoire. Ça veut dire que globalement, dans les fromages, 75% du prix du fromage, c'est le lait. Ça veut dire que les écarts que nous subissons ne concernent que 25% du produit, dans un certain nombre de productions. Donc, je pense que c'est faire un raccourci que de dire que d'être exigeant à l'achat impacte directement le prix des matières premières agricoles, dès lors qu'elle est connue. Dès lors qu'elle est connue, je prends les 5 grands industriels laitiers, on connaît parfaitement le prix du lait, il nous a été communiqué, il est variable d'ailleurs d'un industriel à l'autre. Après, nous, on reçoit beaucoup d'industriels qui nous disent qu'ils ne vivent pas très bien du financement de la matière première agricole. Et quand la matière première agricole est respectée, c'est la matière première industrielle qui est fortement négociée. Donc, au final, ça revient quand même à ne pas la respecter tout à fait ou à ne pas la sanctuariser. Si on négocie plus fort la matière première industrielle tout en déclarant ne pas toucher à la matière première agricole, vous comprenez que c'est une manière détournée. Pourquoi détournée ? Il y a une loi, on nous dit qu'il faut respecter le prix de la matière première agricole. Donc, dites-nous, on ne peut plus négocier. Ah non, vous pouvez négocier, mais en respectant le fait que nos agriculteurs aussi doivent pouvoir vivre de leur travail. Mais bien évidemment, c'est un souhait commun. Et je pense que vous ne pouvez pas voir ce sujet qu'au prisme des grands industriels. Nous avons tout ce que nous achetons directement dans des produits bruts. Il y a tout le travail avec les PME. Nous pourrions également citer des industriels qui nous disent, vu ma position cette année, Egalim, je ne le respecte pas. Voilà, nous le ferons savoir à qui de droit, puisque mais je ne peux pas accepter qu'on dise simplement, voilà, comme on négocie, ça va pénaliser les agriculteurs. Ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là que vous nous donniez les chiffres sur l'évolution de la MPA et de la MPI. Comme ça, on pourra constater que ça ne pénalise pas. Eh ben, on vous donnera. Parce que sinon, vous voyez, c'est virtuel, quoi. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails des secrets des affaires, mais si on peut savoir globalement, si effectivement le prix de la MPA a évolué positivement et si le prix de la MPI a aussi évolué positivement. Alors à ce moment-là, on peut constater qu'il y a une prise en compte. Il faudra le faire dossier par dossier. Parce que je pense que... Mais pour nous, c'est la seule manière de constater effectivement qu'il y a une prise en compte des dossiers et on pourra vous communiquer les prix très bien. sur lesquels ont été basés, par exemple, pour le lait. Très bien. Si vous pouvez nous donner des éléments... Une matière sensible, on vous les communiquera par écrit, ou je pourrais vous les donner dans le huis clos, le prix, très bien. Le prix du lait pour chacun des 5 grands intervenants avec qui nous négocions. Très bien, merci monsieur. Alors, puisqu'on en est à la matière première agricole, je voudrais avoir votre avis sur l'option 3
Est-ce que vous rejoignez l'avis unanime, tout à fait unanime de la grande distribution qui trouve que cette option 3 n'est vraiment pas transparente et ne permet pas de négocier correctement? L'option 3, donc je rappelle pour celles et ceux qui nous écouteraient que c'est le fait de faire dire par un commissaire aux comptes quelle est l'évolution globale et non détaillée de l'ensemble des matières premières agricoles contenues dans les produits négociés. Moi, ça ne nous donne pas le détail. Donc, effectivement, c'est une... Et je ne remets pas en cause le travail des commissaires aux comptes, qui, par ailleurs, sont ceux qui certifient également nos comptes et qui pourraient aussi garantir que tous les éléments que nous disons ici sont fiables. Voilà. Donc, après... Oui, avoir un certificat, c'est très... Et je ne remets pas en cause, mais ça ne nous donne pas la visibilité sur telle ou telle matière en fonction de son origine, comme je l'indiquais. Donc oui, je suis complètement aligné avec cette demande d'avoir le prix au moins des 3 premières matières agricoles et l'origine rentrant dans la composition des produits. Oui, parce que là, vous n'avez pas l'origine non plus, c'est ça que Pas vous nécessairement. dites ? Pas obligatoirement. Pas Donc, obligatoirement. Ce serait bien que le commissaire aux comptes vous donne l'origine des Également. premiers Ou en produits tout cas, agricoles. qui vous sert dans la certification, qui vous dit si c'est une origine française Ou ou pas. pas. Tout à fait. D'accord. Très bien. Quelles seraient vos propositions pour améliorer la transparence s'agissant de la MPA, outre celle qu'on vient de dire, en protégeant le secret des affaires légitimes des fournisseurs? Alors, bon, j'ai évoqué les contrats tripartites, mais ceux-là, ils sont un peu particuliers. Est-ce que commencer par une contractualisation, une première contractualisation industrie agriculture, puis préservation du secret des affaires quand on parle de matières premières agricoles? Je pense qu'il faut nuancer entre des cours qui sont connus, mondiaux, avec des instruments financiers pour réguler les comptes, les cours comme pour les céréales. Le prix du lait, nous avons discuté directement avec un certain nombre d'organisations de producteurs, donc je pense qu'il est relativement transparent. Et puis à un moment, quel est l'objectif prioritaire? Est-ce que c'est mieux rémunérer les agriculteurs ou protéger un secret des affaires? Ce qui compte, c'est pas que je connaisse... Enfin, ce qui compte pour moi, c'est que je connaisse combien est rémunéré l'agriculteur. Je suis pas obligé de savoir si les concurrents, combien payent les concurrents de mes fournisseurs, et conserver la confidentialité de ces informations. Mais à un moment, oui, il faudra faire peut-être des choix. Bon, en l'occurrence, on a besoin des deux. Hein. On a besoin d'agriculteurs, mais on a aussi besoin de transformateurs. Donc, oui, mais la question était sur le secret des affaires. C'est ça. Je m'interroge si la priorité ne doit pas être donnée à la transparence, quitte à... à ce moment-là, il faut que les distributeurs se l'appliquent aussi, à la transparence intégrale. Mais nous l'avons. Je ne comprends pas. Je veux dire, je ne comprends pas. Nos prix de vente consommateurs sont connus. Nos comptes sont audités. Nous sommes contrôlés en permanence. Nous avons déjà reçu des courriers de la DGCCRF annonçant des contrôles aujourd'hui sur les négociations 25. Je ne comprends pas ce procès en manque de transparence. Sur les centrales de service, notamment. Mais justement... Non, mais les centrales de on service, on peut en parler. On va revenir. Vous permettez, parce Non, que c'est le flot de mes questions suivantes, les centrales de service. Alors là, je veux bien qu'on y aille ensemble. Donc, votre centrale de service, c'est EPIC. C'est toujours EPIC maintenant? Oui. Oui, donc ça reste EPIC. Donc expliquez-moi. Alors voilà, je compte sur vous. Je voudrais que vous m'expliquiez comment ça marche, les centrales de service. Comment ça marche? Ça marche exactement de la même manière qu'une centrale de référencement et de service nationale, mais elle propose
des services internationaux. L'ensemble des flux revient dans les pays pour soutenir la marge et la capacité à faire le prix. Comme Alors, nous avions anticipé oui, cette question. Je veux bien reprendre juste votre oui. dernière phrase. Vous avez dit l'ensemble des flux financiers reviennent vers les pays concernés. Ouais. Dans les pays concernés, Ouais. il ne reste pas. Ça, vous Et parlez après, donc des centrales internationales, donc EPIC en ce qui vous concerne, Ouais. dont le siège est situé où? Dites-nous. Genève, Genève. de mémoire. Donc, ok, Je sais même plus, c'est une, parce que c'est j'avoue une que c'est- centrale qui est suisse, qui va donc pas prélever, mais tarifer un certain nombre de services que vous allez rendre, Ouais. qui sont des services promotionnels, etc. Donc, cette entreprise suisse va tarifer aux grands industriels internationaux, puisque, si j'ai bien compris, ça ne concerne pas les PME françaises, on est d'accord? Non. Ou ça concerne aussi Non, les non, PME? non. Ça concerne que les grands Donc les groupes. PME françaises, on en parlera après parce qu'elles payent aussi des services. Les PME françaises, elles nous En l'ont France. dit. Donc là, maintenant, on va déjà s'intéresser à l'international. Vous me les citerez les c'est- PME qui sont chez EPIC, j'aimerais que vous puissiez me les citer. Non, C'est j'ai que pas dit des ça. PME qui négocient en France paient aussi des services dans des centrales de services Voilà. en France. Oui, Donc on mais en bien parlera sûr. après. Voilà, c'est on la parlera loi. après des J'ai centrales pas de d'autre- services en Non, mais France. bien J'ai sûr, pas- mais on j'ai fait pas- un constat. Non, Non, mais c'est pas un constat. constat, c'est la manière dont est structurée Ah, mais la ça me va. négociation Non, par non, les c'était textes juste de légaux. dire, pour l'instant, nous parlons de l'international. Donc Très des bien. fournisseurs internationaux et des centrales de services internationales. Moi, ma question est très simple. Est-ce que l'ensemble des services facturés à des entreprises pour des produits vendus en France sont reversés aux distributeurs français Oui, sur leur compte en France? oui. Enfin, en tout cas, Intégralement. en ce qui nous concerne. Oui, en ce qui vous concerne. Oui. Uniquement en ce qui vous Ouais. concerne, puisque j'imagine que vous ne pouvez pas parler pour les autres. Mais en Oui. ce qui vous concerne, intégralement. C'est-à-dire qu'il ne vous manque pas un euro Non. dans ce qui est négocié à Par l'international EPIC, il me manque aucun par euro. EPIC. Et je peux juste, parce que vous avez dit juste avant, donc je retiens cette phrase, donc vous avez bien dit qu'en fait, ces centrales de services, vous êtes finalement à reconstituer de la marge. Mais Non, mais c'est ce que vous avez dit. je ne reconstitue Voilà. pas de la marge. Non, mais je si, vous avez dit, reconstitue à partir des du- moyens du prix ou Vous de ma avez marge. dit- Ça rentre dans les conditions On s'est d'achat. enregistré, mais vous avez dit donc Oui. ce qui est reversé par la centrale de service contribue À faire ma marge, à faire bien votre évidemment. marge. D'accord. Oui, Donc, ça en fait, rentre. ce sont les centrales de service qui contribuent à faire la marge. Mais non, mais c'est Oui, ça, Vous- ça enfin, rentre, si- ça rentre dans si- vos comptes. mais C'est ça ça rentre que je dans veux vos- dire. ça rentre dans mes Oui, comptes, mais comme non, une c'est ristourne au-delà. en C'est là, France, c'est non comme seulement ça rentre dans les comptes, mais mais- ça constitue de la marge. mais la marge, elle est. Non, non, mais Je vais vous prendre un exemple. C'est juste qu'on Je vais vous comprenne prendre un bien. exemple. La taxe sur le tabac, est-ce qu'elle sert qu'à lutter contre le cancer et la recherche médicale? Non. Donc moi, je constitue ma marge sur différents types de revenus, de services qui constituent le prix. Voilà. Oui, d'accord. Donc on Non, mais est c'est d'accord pas- que le prix et que les services que vous faites financer aux industriels Que les, contribuent que les fournisseurs, que les industriels achètent, oui, mais que les industriels qu'ils ne achètent, demandent pas toujours, d'après ce qu'on nous dit, mais en tout cas, mais les alors services qu'ils payent. qu'ils voilà. ne les achètent pas, Ouais. qu'ils ne les achètent Oui. pas. Oui, Non, souvent, ils nous disent ne pas avoir le choix, Oui. très Le honnêtement. problème, c'est est-ce qu'ils ont le choix Alors, de ne pas les prendre? Mais On verra s'ils ça n'avaient avec pas les le choix, centrales de enfin, je veux dire, service. on Non, dit mais on tout et verra son ça avec les contraire. centrales de Quand service. je vois mes écarts de conditions d'achat, je me dis qu'ils ont le choix. Ben, ils l'ont eu, puisqu'ils ont choisi de ne pas payer au champ correctement depuis des années. Bah, ils ont eu le choix. En tout cas, la centrale Non, a mais négocié différemment Oui. pour vous qu'elle négocie mais- pour d'autres. Ça veut dire Je ça. ne sais pas. Bah, si Moi, vous je le vous savez. parle de mon cas. Oui, oui, mais ça veut dire qu'elle a négocié différemment pour vous qu'elle n'a négocié pour d'autres. Donc là, on est au clair sur les centrales, internationales. Enfin, on est au clair. Vous avez répondu à mes questions. Les centrales nationales, maintenant. Oui. Quelle est votre centrale nationale Ben, de ma service? Ma centrale, nos centrales, nous en avons deux. Nous avons pour un certain nombre de grands industriels, et nous ne parlons que des produits à marque, hein, parce qu'on vous voyez, on focalise toujours le débat sur les produits à marque. Il y a d'autres types de produits, hein, des produits bruts, les produits MDD.
et assez paradoxalement, on en entend rarement parler. Ah si, les produits bruts. Oui. Et beaucoup de produits bruts aussi. Alors, mais Bah, on va nous y en venir, parlerons. vous inquiétez pas. Non, mais Mais vous faites bien de me spécifier qu'il ne faut pas que j'oublie de vous poser des questions Oui. sur les produits bruts. Eh ben, nous négocions une partie de nos industriels chez Aura, mais je pense que vous avez déjà Mhm. posé plein de questions Ah, aura directement. à la fois à Vincent Avignon et peut-être à d'autres acteurs, où nous négocions tout à fait classiquement. Nous réceptionnons les CGV avant le 1er décembre avec les hausses de tarifs et puis le cheminement habituel se met en route, c'est-à-dire des tarifs élevés qui sont là d'entrée, une course contre la montre qui est gérée des deux côtés avec ce mur de la date butoir, et puis sont négociés un certain nombre d'éléments, la convention logistique qui va déterminer les conditions de livraison et les différents flux de livraison, les remises sur facture issues des conditions générales de vente, et puis un certain nombre de services qui permettent de déterminer le prix 3 net auquel nous allons in fine payer les marchandises. Et nous reproduisons pour les entreprises de taille plus petite ce dispositif, bien évidemment, directement au niveau de Auchan. D'accord. Donc, en fait, il y a 3 niveaux de perception des services. Non. Le premier, Non, il n'y a pas 3 il est niveaux. international. Le deuxième, il est national avec Aura. Le troisième, il est interne avec Auchan. Pas pour l'ensemble des fournisseurs. Non, pas pour l'ensemble. Non, je dis Non, 3 il y a niveaux. 3. Ils ne sont pas successifs et ils ne concernent pas tout le monde. Tout Il y à a fait. 3 Non, lieux d'ailleurs, différents. ils sont Non, même mais c'est pas- exclusifs, j'allais Oui, dire. tout à fait. Oui. Non, j'ai pas dit qu'ils Oui. concernaient tout le monde. Donc, il y a 3 niveaux. Ouais. On a bien vu le premier. Maintenant, le deuxième, celui qui concerne le national. Donc, des services sont facturés par Ouais. Aura au national. Ils sont Non, ils intégrés. sont facturés par les enseignes. Ah, c'est par les enseignes, pardon. Donc, dans les deux cas, c'est vous qui refacturez les services au national. Bien sûr, et c'est Que moi vous qui les- suis redevable D'accord. de la réalisation des contreparties. D'accord. OK. Donc, vous nous garantissez ici que l'ensemble des services qui sont facturés rentrent dans les comptes du distributeur, ou Bien en tout sûr. cas d'Auchan. Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, j'ai encore un peu de temps. Oui. Parce que je ne vois pas Merci, quel serait Madame la l'intérêt de Présidente. laisser de l'argent dans Mais une centrale, justement, je ne sais pas. en Enfin, fait, notre on est dans la demande- fantasmagorie, là. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour justement couper court à toute fantasmagorie. Si vous nous dites tous sous serment qu'effectivement, il n'y a pas d'argent qui reste à l'étranger, c'est quand même... Disons que c'est ce principe de n'avoir que des centrales d'achat et de services européennes à l'étranger qui nous interpelle. Ça nous interpelle. Et là, on a vu Lidl ce matin, il nous explique qu'ils font tout en France. Alors, comment Lidl réussit à tout faire en France et les autres, et en étant tout à fait rentable et en ayant des prix assez bas, et tous les autres grands distributeurs sont obligés d'aller à Genève, à Madrid, aux Pays-Bas, enfin absolument Je ne partout sais pas en comment est Europe, structuré Lidl. sauf en France. Ils ont déclaré sous serment. Bien Et je ne sûr, sais bien pas sûr. si Ils n'ont pas de centrale à l'étranger. Et je Ils sais ne pas s'approvisionnent pas avec leur centrale à l'étranger. Et y compris pour négocier avec Coca-Cola. Donc vous voyez, c'est tout. Oui, je ne sais pas. C'est simplement Ça pour nous Je ne sais pas. interpelle. Et je Nous, ne ça sais nous pas. Je ne sais pas interpelle, s'ils gagnent de donc, l'argent en France, par ailleurs. Si, S'ils gagnent de l'argent en France, mais ça, c'est autre chose. voilà. Donc c'est tout. En tout cas, il y a différents modèles. C'est ça qu'on pose veut les dire. questions. Alors, je veux bien revenir sur votre nouveau système, les 164 franchisés. D'accord. Donc ça, si j'ai bien compris, vous allez franchiser 164 supermarchés qui passeront Intermarché. Les 91 autres, ils deviennent quoi? Alors, les 91 autres, il y en a une partie qui seront proposées en session, en fonction, Intermarché. pour partie à Intermarché, mais tout cela dépendant, bien évidemment, puisque tous ces chiffres, on les cite avant avis de l'autorité de la concurrence. D'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. Je suis Oui, c'est un libre de autre sujet. céder mes Non, magasins c'est un autre sujet. à qui Pardon, je veux. je reviens sur le sujet initial parce Ouais. que je ne l'ai pas très bien compris. Je n'ai pas compris pourquoi stratégiquement il y a ces deux choix entre les 164 et les 91. C'est un choix. Oui, j'arrive pas à comprendre ce qui économiquement, ce qui Bah. motive ça économiquement.
en termes d'intérêt pour vous. C'est quoi l'intérêt pour vous dans une partie de céder, dans l'autre de franchiser? Bien, ça dépend de... Même si D'abord, vous ne nous c'est- le dites pas dans le détail, mais qu'on puisse comprendre pourquoi on se retrouve avec deux systèmes qui cohabitent. Parce que je souhaite, dans les raisons, il faut que je finance la modernisation de mon parc. Je pourrais peut-être pas tout financer dans mon contexte et mes ratios actuels. Parce que ça fait partie de notre accord un peu, je dirais, je ne vais pas dire accord de partenariat, mais on se dit que si on doit vendre des magasins, on doit les vendre prioritairement à notre partenaire. Bien sûr, oui, Voilà. ça se comprend. Voilà. Puisque comme ça, on conserve les massifications achats qui sont importantes pour nous. Ça, je suis d'accord, ça se comprend, et même ça va dans votre sens, d'accord. Ça, c'est une information intéressante. D'accord. Et sur les 164 autres, vous percevez une somme d'Intermarché. Comment ça se passe, cette franchise Intermarché pour chaque magasin? Pour chaque magasin, assez classiquement, comme quand il y a un changement d'enseigne, oui, il y a un accompagnement financier d'Intermarché pour moderniser les magasins. Économiquement, comment ça se traduit? Parce que Intermarché, comme vous nous expliquez que les marges des distributeurs sont très comprimées, entre 1 et 2%. Donc là, en fait, vous allez vous partager entre Intermarché et Auchan, c'est 1-2%. Non. Parce que, enfin, je veux dire, comment on va répartir Non, ça se passe pas comme ça. Non, mais c'est pas 1 ou 2% à répartir. D'où commencer? C'est le résultat final de nos exploitations qui est de 1 à 2%. Ce n'est pas 1 à 2%. Non, mais en fait, moi, ma question, c'est de savoir, pour le consommateur, finalement, il va falloir qu'il rémunère, entre guillemets, deux enseignes, là où, normalement, il n'y en a qu'une. Non, pas fort. Non. Puisque... Alors, il n'aura pas les charges, le coût de la charge ne va pas intégrer le fait qu'il y a deux enseignes à rémunérer. Vous ne serez pas Pourquoi rémunéré. il n'y a pas deux enseignes à rémunérer? Parce qu'en fait, vous serez toujours propriétaire. Et Intermarché, il n'est pas philanthrope. Il va vouloir faire du bénéfice aussi, quand même. Intermarché va me céder c'est une franchise. Oui. Donc oui, il a son modèle, voilà. Il a son modèle économique, mais comme il l'a, il va y avoir un cumul des deux modèles économiques. Pourquoi? Non, absolument pas. C'est pas à partir du moment où non, parce que vous allez éclairez-nous. Les marchandises. Allez, on va expliquer. Éclairez-nous. J'ai un magasin. Il va passer Intermarché. Il va être dans une société qui va regrouper ces 161 magasins. Ces magasins-là ne supporteront plus tous les frais de Auchan, puisque là, c'est plus Auchan qui va faire les mais du coup, c'est Intermarché qui les supportera, puisque lui, il va falloir qu'il fasse Intermarché ses achats. va nous céder les marchandises, va avoir une redevance de franchise pour couvrir ses coûts. Moi, je vais bénéficier des conditions d'achat, de toute la politique commerciale. Il se trouve que ces prix d'achat vont être inférieurs à ceux que j'ai aujourd'hui. Ils vont me permettre de baisser mes prix, de conserver un niveau de marge, de moderniser mes magasins, de devenir ainsi plus attractif. C'est de la franchise. D'accord. Et c'est donc pour ça que vous avez besoin de vendre les 91 autres, parce qu'il faut bien... Ça, non, mais j'ai comme ça, à la louche, je dis, non. Il faut bien quand même que la structure actuelle d'Auchan, elle rentre dans ses frais. Donc, vous allez avoir besoin... Le mouvement, il est gagnant. Le mouvement, il est gagnant pour Auchan. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est gagnant parce qu'il me remet dans le match. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Parce qu'il vous permet de vendre. J'ai cédé d'autres magasins à d'autres enseignes. Voilà. Donc on est en termes on est en train de refaire partir Auchan en faisant des choix de gestion, des choix de peut-être être moins grand, mais avec les bonnes conditions d'achat et des magasins modernisés. En tout cas, si vous pouvez nous expliquer, même par écrit, comment ça va s'organiser entre vous et votre partenaire Intermarché
Et qui va gagner quoi? Parce qu'on est dans Ça, une je ne sais- opération je- économique. Vous avez parlé de secret des affaires, je ne vais pas savoir ce que gagne Intermarché. Ben, on lui proposera de son côté, mais en tout cas, si vous pouvez nous Mais nous on dire vous éclairera ce que sur le vous modèle. gagnerez de votre côté, parce que voilà, faut nous expliquer comment, avec deux, on va. C'est un contrat de franchise deux acteurs, on va. Qu'est-ce qui on vous... n'aura enfin, pas plus de coûts. J'ai un peu le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans ce montage. Non, mais c'est parce qu'il y a deux acteurs qui cherchent, acteurs économiques, qui vont chercher à rémunérer, à se rémunérer sur une prestation. Donc, comment ça va se traduire et est-ce que ça peut être concurrentiel quand vous avez, par rapport à un cas de figure où vous avez une seule et unique enseigne qui a ses propres coûts, Par exemple. voilà. Donc, Par exemple, il faut qu'on comprenne s'il n'y a pas un cumul en fait. Carrefour, puisqu'on a les chiffres, on sait Les qu'il franchisés. il fait payer ses franchisés 18%. Je ne sais pas combien vous payez à Intermarché, je dis rien. Je ne vous pose pas la question, vous nous répondrez par écrit. Mais alors, vous levez les sourcils, vous pensez que c'est beaucoup plus, beaucoup moins, je ne sais pas. En tout cas, non, je ne fais pas de commentaires. il semblerait que ce soit 18%. Mais même Je- si c'était 18%, c'est beaucoup, 18%. Ah, je ne sais pas, Ça je suis veut pas dire- Carrefour. Hein. Ça veut Et je ne suis pas dire... franchisé Carrefour. Donc Non, non, mais vous allez être franchisé Intermarché. Oui. Voilà, donc vous allez bien payer une redevance de franchise. Ah non, mais jamais. Oui, je vais payer une redevance de franchise. Vous allez bien payer Oui. Intermarché pour qu'il vous autorise à porter son Oui, nom. mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette redevance de franchise, c'est des coûts que j'aurai en moins. À l'achat. Non, pas non. de mon côté, puisque Bien sûr. je vais pas faire, je vais plus faire un certain nombre de choses pour ces Ces magasins. magasins. C'est plus moi qui vais faire la D'accord. communication pour ces magasins. C'est plus moi qui vais faire le programme de fidélité. Ça va être des magasins pour le consommateur final. Donc ça, qui vous seront avez des calculé Intermarchés. pour que pour vous, ce soit une opération neutre. Bah oui. Si vous pouvez nous donner des éléments là-dessus, c'est intéressant. C'est bien. OK. Alors maintenant, j'ai une question sur l'immobilier. Oui. Donc, à qui appartient l'immobilier de vos magasins? Il nous appartient pour partie et il est pour partie en location. D'accord. Voilà, on a les deux cas de figure. Il est en location à une multitude de petits propriétaires ou il est en location à des grandes Les deux. sociétés immobilières? Les deux. D'accord. Il y a des sociétés immobilières prépondérantes chez vous? Il y a prépondérante, il y a les Citrus, qui est une des entreprises immobilières de l'AFM, enfin pas de l'AFM, mais en tout cas qui était dans notre environnement. Et puis après, on a un peu de toutes Citrus, les grandes ça foncières. s'écrit comment? C-I-T-R-U-S? C-E-E-T-R-U-S. C-E-E-T-R-U-S. Donc, Citrus. Citrus, tout court. C-I-C-E-E-T-R-U-S. Non, C-E-E-T-R-U-S. D'accord, ok. C-E-E-T-R-U-S. Ok, Citrus. Donc, eux, ça, C'est une partie, c'est un une de nos structure bailleurs. immobilière. Ouais. C'est un gros bailleur qui appartient à votre groupe, qui fait Qui- partie du groupe Auchan. Qui ne fait pas partie du groupe Auchan. D'accord. Vous avez hésité, ça veut dire Non, qu'il fait non, partie non, d'un non, autre non, groupe, il est non? consolidé dans une structure au-delà qui s'appelle Hello. D'accord. Très bien. Et donc ça, eux sont propriétaires d'une grande partie D'une partie. des murs, d'une partie, mais importante, puisque vous les Ouais. citez naturellement, une partie des murs. Oui, de- et des galeries. Et aussi des galeries commerciales, des galeries marchandes. D'accord. Très bien. Et après, nous avons tous les grands acteurs, mais bon, c'est assez variable. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que là, il y a des pratiques qui sont différentes entre les différents distributeurs par rapport aux murs, et est-ce que c'est un moyen de modifier les marges des distributeurs? En fait, quand vous êtes commerçant indépendant, notamment, vous avez le modèle privilégié, c'est celui de la propriété commune, de l'exploitation et des murs. Les deux entreprises étant classiquement regroupées dans une holding. Et en fonction de la taille des distributeurs, enfin des commerçants, il peut y avoir des approches peut-être un peu différenciées sur ce que doit rapporter le magasin. Est-ce qu'il doit rapporter
d'abord du rendement ou est-ce qu'il est un produit d'attraction pour générer du trafic sur un site et pouvoir optimiser les loyers des galeries. Oui, je suis en train de regarder là un peu basiquement sur Wikipédia, Citrus, première phrase sur Wikipédia, Citrus est une société foncière française, filiale immobilière du groupe Auchan, fondée en 1976. Elle porte d'ailleurs le nom d'Immochan jusqu'en 2018. Ouais, c'est plus la structuration aujourd'hui. Oui, non, mais quand même. Donc quand je vous l'origine demande, Immochan, mais ce n'est d'accord, pas mais quand une je vous demande si c'est une structure qui est propre à votre groupe, elle elle n'est pas ne l'est propre à plus. Auchan. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus, mais Elle elle ne l'a l'est été. plus. Elle l'a été il y a. Alors Il y a n'ai pas lu quelques années. Wikipédia il y a quelques Depuis, années. en janvier 2021, elle retrouve son statut de foncière commerciale et elle a transformé. Voilà, et bon, bref, elle a été transformée, mais ça fait que quelques années quand même. Ouais. D'accord. Oui, mais vous m'avez posé la question sur aujourd'hui, donc. Oui, non, mais je précise précisais pour que ce soit très clair pour tout le monde, puisque Wikipédia m'a répondu en quelques secondes, donc j'en profitais pour dire qu'il y avait quand même bien un lien, qu'il y avait eu un lien capitalistique entre Auchan et cette structure immobilière. Et donc, quand je vous pose la question de savoir si, de manière historique, il y a eu des habitudes d'avoir des structures immobilières qui viennent avoir le patrimoine immobilier et qui le relouent au magasin. Alors, à quel prix de loyer, ça, je ne sais pas. Vous allez ils étaient pouvoir me dire majoritairement ça. propriétaires, enfin, dans leurs actifs, c'était avant tout les galeries. Aujourd'hui, ils commencent à avoir quelques magasins. D'accord. Avant, ça n'était que les galeries marchandes Principalement les galeries. des magasins. Et les magasins appartenaient à Auchan. Et continuent d'appartenir pour une grande partie à Auchan. Ok, très bien. Alors, j'ai encore une question, et puis après, peut-être on changera. Alors, j'aimerais que vous nous disiez comment les nouveaux acteurs de la distribution, là, on a vu des déstockeurs, on a vu Noz, on a vu Stocomanie tout à l'heure. On va voir des discounters, Action, etc. Comment ces nouveaux arrivants, alors on dit des distributeurs alternatifs, je ne sais pas s'ils sont vraiment alternatifs, mais en tout cas sont de nouveaux intervenants sur le marché, viennent modifier votre manière de faire le commerce, ou en tout cas viennent impacter vos marges? Bien, donc ce sont des modèles de coûts bas, tout d'abord, 100% optimisés, avec des capacités de développement très rapides, puisque les surfaces ne nécessitent souvent pas autorisation, avec en tout cas pour ce qui concerne ce que vous avez cité, ce que je pense qu'il ne faut pas mettre exact, en tout cas pour Action, une optimisation maximum de la supply chain, des produits majoritairement importés, mais c'est assez logique sur les catégories de produits qu'ils ont, en tout cas en non alimentaire. En ce qui concerne les produits DPH et les produits, un certain nombre de produits alimentaires, pour le coup, il suffit de regarder les étiquetages, eux sont achetés à l'étranger. C'est clair, d'ailleurs souvent, parfois, on peut voir des contre-étiquettes apposées en français, apposées sur les produits. Tout à fait. D'accord. Et donc, comment vous considérez cette concurrence, cette nouvelle concurrence? C'est une concurrence dont il faut tenir compte, qui rappelle que le prix bas est toujours quelque chose d'important, sans que ça nous détourne des objectifs de durabilité vers lesquels on doit tendre, et d'avoir aussi des propositions différentes, complémentaires à celles de ce type d'enseigne. Mais je pense qu'elle marque bien, au travers des prix bas
qu'elle propose, les contraintes de pouvoir d'achat et les envies d'achat des consommateurs français, avec parfois un peu des paradoxes sur des attentes en développement durable et des prix très très bas. Je vous remercie. Également. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, monsieur. Je vous propose qu'on passe au petit temps de huis clos, puisque Ouais, vous avez très demandé bien. un petit quart d'heure Très de bien. huis clos. Donc, on va stopper la